Le lectorat du journal est très majoritairement fait de cliniciens. Donc le premier tri, c'est est-ce qu'il s'agit d'un article adapté à des comportements de cliniciens et surtout des cliniciens adultes, c'est-à-dire la plupart du temps, et sauf cas très particuliers dont on discute à chaque fois, on ne rentre pas dans le champ de la pédiatrie, par exemple, qui a son propre journal. Parce que l'autre aspect, c'est de ne pas vampiriser l'activité des autres journaux de spécialité sous prétexte que nous avons une transversalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelle est la cohérence scientifique, la vraisemblance scientifique qui est amenée par les auteurs, bien entendu. Il se peut aussi que certains auteurs nous rapportent des cas cliniques qui sont par ailleurs parfaitement intéressants, mais qui sont plus l'occasion de discuter de formation continue plus que d'avancées scientifiques. Et auquel cas, on les dirige, on les incite à soumettre à un journal de formation continue plutôt que chez nous. Mais tout ça, c'est une décision qu'effectivement, je prends en première ligne, quelquefois après discussion avec d'autres, mais assez souvent en première ligne. Le contenu de la revue, il est relativement simple. Il touche à la maladie infectieuse dans son ensemble. Quand il s'agit de biologie, c'est bien entendu de la biologie, mais qui est appliquée à la pratique clinique. Donc, on n'est pas du tout une revue de biologie fondamentale. Mais bien évidemment, la maladie infectieuse sans biologie, ça n'a pas de sens. Et donc, un journal de maladie infectieuse sans qu'il y ait de la biologie, ça n'aurait pas de sens. Dans tous les cas, c'est de la biologie qui est adaptée à la pratique clinique. Ça, c'est un point essentiel. Et puis ensuite, bien entendu, tout ce qui touche à la pathologie infectieuse, la plupart du temps sous la forme d'études cliniques, des essais thérapeutiques ou des études de comportement vis-à-vis de telle ou telle pathologie. Ça, c'est la partie, je dirais, la plus scientifique, celle qui fait avancer la science parce que ça apporte des données nouvelles. C'est fait pour ça. Il y a une autre partie du journal qui est des revues générales, c'est-à-dire quel est le point le plus pointu possible pour des spécialistes de maladies infectieuses sur telle ou telle pathologie. Ça, c'est des revues générales que l'on demande en général à des spécialistes de la question, qui peuvent être français, francophones ou anglophones de pays étrangers. Et puis, une troisième catégorie, on peut dire, c'est la publication de toutes les recommandations de pratiques cliniques qui sont éditées par la Société de pathologie infectieuse de langue française. Cette société a un groupe recommandations qui est très actif et qui suscite l'organisation de recommandations et donc à l'arrivée de la publication de recommandations pour la pratique clinique. Et ces recommandations sont bien évidemment publiées dans notre journal, qui est le journal de la Société, officiellement. Pour agrémenter tout ça, on a fait le point récemment sur les articles les plus fréquemment téléchargés. Et sans trop grande surprise, les articles les plus fréquemment téléchargés sont les recommandations. On pourrait s'en douter, mais on en a la confirmation. C'est un apport par la connaissance scientifique, les articles originaux, les essais cliniques ou les études, quelles qu'elles soient, qui apportent des données nouvelles à la connaissance. C'est un apport avec les revues générales, c'est-à-dire, je vais utiliser peut-être le mot un peu abusivement, mais une espèce de formation continue pour les spécialistes de maladies infectieuses. Et puis la recommandation, ma foi, la recommandation, c'est un apport pour la pratique quotidienne de tous les praticiens, puisque nos recommandations sont faites effectivement pour les infectiologues, mais pas seulement pour les infectiologues. Elles sont faites la plupart du temps en collaboration avec d'autres sociétés savantes. Je prends l'exemple des recommandations sur les encéphalites. Elles concernent aussi les neurologues qui trouvent des suggestions de comportement pour améliorer leur pratique clinique. Pour avoir une audience internationale, il faut être publié en anglais. Donc on a décidé dans un premier temps de publier tous nos articles en anglais. Et ça, on le fait maintenant depuis quelques années avec une amélioration conséquente de l'impact, mais pas assez importante en fonction de nos objectifs. Et donc on a analysé le fait que garder l'ancien titre, qui était extrêmement français et qui datait des années 70 et qui n'était compris que par des francophones,
médecine et maladies infectieuses, ça paraît assez ésotérique pour un Américain de l'Arkansas, vous me l'accorderez. Et donc, en plus d'angliciser les articles, on a décidé d'angliciser le nom pour inciter les étrangers à publier chez nous et par là même aider à monter le niveau. Ça, c'est le but. Depuis que nous sommes passés à la publication en anglais, c'est vrai qu'on a une augmentation très significative des demandes de publication venant de l'étranger. On n'a pas de thématique scientifique au sens où les articles nous sont soumis par les auteurs et on en évalue la pertinence, la qualité scientifique et quand tout est réuni, on les publie. Mais ce n'est pas nous qui choisissons le thème, c'est les auteurs qui choisissent le thème. Par contre, ce qu'on choisit, ce sont les revues générales. Et là, effectivement, on a tout un programme de revues générales que l'on est en train de demander à des auteurs. Certains sont français, mais pas tous. Pour les numéros de l'année, dans chaque numéro, il y aura une revue générale qui permettra d'approfondir un des aspects de la pathologie infectieuse dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien biologie que maladie bactérienne, que maladie virale, que maladie parasitaire.